Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc c'est Antoine, on se retrouve pour une nouvelle capsule, on va dire, on va appeler ça comme ça, assez courte mais intense, je l'espère, puisque je voulais vous parler donc d'un sujet, plus qu'un sujet d'ailleurs, un débat qui est littéralement d'actualité en ce moment, à savoir le chantage social assumé qui est en train d'apparaître là sur le paysage médiatique, politique et social autour de la vaccination. Donc là, on vire vers une phase qui va être assez intéressante d'un point de vue psychologique, puisqu'il y a littéralement un forcing qui est en train d'être fait à l'égard de la population autour de la vaccination, donc pour sortir de ce cauchemar, pour sortir de cette pandémie qui ne fait que qui n'a que trop duré aux yeux de tous et où la plupart cherchent en toute bonne foi à trouver une solution pour justement sortir de ce bourbier, qu'on se considère comme complotiste ou non, dans le fond, on cherche tous à sortir de ça. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a un intérêt commun, mais qui va être très différent dans la démarche pour s'extirper de ça, puisque ça ne peut plus durer. Or, l'enjeu et une des problématiques qui revient à la charge systématiquement, c'est cette espèce de chantage. On nous impose quelque part une porte de sortie. Donc là, si on prend l'exemple actuellement, on parle du vaccin. Le vaccin qui est un peu une porte de sortie pour un moyen psychologique pour adresser aux gens pour donner aux gens la clé, de dire bon bah vous voulez que tout ça s'arrête, bah vaccinez-vous. Bon, c'est dit, c'est un peu trivial dit comme ça, mais et pourtant bah, dans les faits factuellement c'est un peu ce qui est en train d'être fait. Et dans le fond finalement, j'aurais presque envie de le dire de cette façon. euh, Quand bien même le vaccin serait dangereux potentiellement, puisque bon, malgré ce qui est dit, en contradiction, sa conception est récente, il y a très peu de recul dessus. Bon, vous connaissez la chanson, mais moi j'ai envie de dire, dangereux ou pas, la façon dont il est imposé et présenté à la population, c'est un élément justement important pour montrer un peu quel est l'état d'esprit aussi des autorités. Et ça n'annonce rien de bon et de sain de leur part, puisque quand on est dans un climat qui est censé être bienveillant, altruiste, ben, on ne peut pas mettre en place des mesures aussi restrictives et liberticides comme ça a été le cas depuis un an et demi. Donc pour illustrer un peu ce procédé presque machiavélique, j'ai envie de dire, des autorités pour créer finalement un climat social désuni, rempli de méfiance, aseptisé aussi. Les rapports sociaux qui évoluent aussi dans ce sens-là, où les gens sont on est dans notre bulle, on se met à se méfier des gens, il y a même du mépris qui en ressort, que ce soit envers ceux qui ne marchent pas dans tout ce cirque, ou même ceux qui sont des moutons ou qui sont des gens crédules. Je le dis de cette manière puisque c'est les termes qui ressortent le plus. Donc finalement, bah, on a un climat assez anxiogène, assez vulnérable à la peur, à l'irrationnel. Et donc ça donne lieu à des comportements assez caricaturaux qu'on peut voir notamment avec l'intervention d'Emmanuel Le Chypre à la télé qui était assez comique si on prend du recul un peu dans sa façon de hurler et de beugler que il fallait vacciner de force les gens. Donc alors est-ce que c'est de la comédie? Oui et non. J'ai envie de dire, puisque là, il y a plusieurs échelons, il y a plusieurs étages. Beaucoup de gens font ça de bonne foi, en pensant être les héros de la situation. Donc ça donne lieu à une forme de narcissisme presque involontaire, où on se présente comme un héros qui contribue à l'effort de guerre et qui permettra d'amener d'amener la fin de cette pandémie.
Et à contrario, bon, on a les vilains, les méchants les gentils et les méchants finalement, on retrouve un schéma assez caricatural avec le temps. Et d'un autre côté, il y a les méchants, les vilains qui veulent se faire une place dans tout ça et qui refusent catégoriquement toutes les injonctions des autorités, donc des complotistes vulgairement, et des gens qui n'ont pas assez de QI pour comprendre les choses factuellement et scientifiquement parlant. Voilà, donc on a deux camps, dont les deux camps qui sont caricaturés hein, aujourd'hui. Donc c'est assez comique hein, à constater. Donc pour ça, je voulais vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée très intéressante, qui dure 2 minutes, donc de Marie-Estelle Dupont, là, une psychologue, qui était intervenue à la télévision pour parler un peu du rouage en fait de la peur, quel effet elle a en fait sur la population et quelles peuvent être les conséquences. Voilà, je la lance. Bien comment la peur qui a été utilisée pour aggraver la menace, pour inciter les gens à obéir aux recommandations, c'est pas seulement être gouverné par la peur, c'est aussi que ceux qui décident sont eux-mêmes gouvernés par leur peur. Sur cette question-là ? Oui, bien sûr que je les ai vus, c'est pour ça que je vous en parle. Ouais. Ils le les disent, Britanniques, je le dis à ceux qui nous écoutent, exagéré la menace, les Britanniques ont confessé cette semaine avoir exagéré la menace pour faire adhérer les gens. Pour faire adhérer les gens à la vaccination. Ils l'ont dit officiellement, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'agence sanitaire britannique qui a dit oui, on en a fait des tonnes pour que les gens aillent se faire vacciner plus vite. C'est toutes les études sur ce qu'on appelle l'appel à la peur en psychologie, en augmentant la menace et en augmentant le sentiment personnel de vulnérabilité, notamment par des campagnes de publicité qui mettent en scène l'intimité, comme cette grand-mère qui, sur un champ romantique, retrouve son petit-fils, etc. Et d'ailleurs, juste pause 2 secondes. Effectivement, ça a été assez pathétique et comique de voir ces campagnes. On aurait cru une pub pour un yaourt par rapport aux gestes barrières et à quel point il fallait faire attention justement de ne pas contaminer les autres. Donc déjà on injecte un sentiment de culpabilité chez les spectateurs et les populations. On induit directement, bon bah si tu penses pas aux autres, voilà, applique ce qui est demandé, sinon bah, t'es quelqu'un d'égoïste, t'es quelqu'un qui ne pense pas aux autres. Donc, directement, on crée volontairement ou involontairement une cassure, une déchirure sociale à ce niveau-là. Tout cela est assez affligeant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, quand on a du pouvoir, si on n'a pas travaillé sur ses peurs, sa peur de la mort, sa peur de la maladie, son rapport au réel, on l'érige en loi. Et on est en train de tourner en rond comme dans un bocal sur un système récompense-punition qui est totalement infantilisant pour, encore une fois, une maladie qui n'est pas la peste noire. Alors que la pédagogie était déjà très efficace. Donc sur ceux qui restent, pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, c'est peut-être à nous de changer de paradigme et de réfléchir à la question de la vulnérabilité. On veut être dans la toute-puissance, on veut arrêter la mort, ça n'est pas possible. Là où je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il va y avoir des conséquences démocratiques dans toute cette histoire. Non pas qu'on va vivre en dictature, mais je trouve que la vraie démocratie, c'est pas seulement le droit de vote, c'est pas seulement les libertés individuelles, mais c'est d'avoir des citoyens tout simplement éclairés, en capacité de penser. Et là, on a l'impression que tout est fait pour qu'on ne pense plus, soit effectivement par la peur, soit en faisant nous de purs consommateurs. Donc je crois que la société d'après sera encore pire, comme l'avait dit Houellebecq, que celle d'avant. Mais les consommateurs pensent. J'ai dit de purs consommateurs. Bon, c'est... Merde. Bon, c'était un extrait qui a été bien évidemment découpé d'une entrevue télévisée avec donc Marie-Estelle Dupont et un journaliste d'ailleurs à la fin qui intervient du Figaro. J'ai trouvé intéressante parce que sur particulièrement les propos de la dame, puisqu'ils ils décrivent tout à fait le mécanisme psychologique qui a été qui est décrit déjà depuis des mois sur les populations avec le chantage qui est de plus en plus assumé d'ailleurs et qui a un effet assez inquiétant pour la suite. Puisque comme ça avait été dit, j'avais parlé dans la précédente vidéo, vous avez très bien dû le voir dans d'autres... tout simplement en regardant le comportement de ces derniers jours des gens,
dictat, enfin une doxa autour de la peur du virus et des craintes au fait que le virus peut avoir. Mais personnellement, les craintes que j'ai, c'est même pas le virus ou son danger potentiel, c'est plus l'impact sociologique et psychologique que ça peut avoir. Et là, par contre, il y a tout un millefeuille qui se déploie, enfin qui s'ouvre. Il y a plein de directions qui sont inquiétantes par la suite, et donc que ce soit les dérives autoritaires, une dictature par la bien-pensance. Quand on a peur de quelque chose, ben forcément on est encore plus vulnérable. On s'inscrit dans on est vulnérable à l'idéologie, et l'idéologie elle est insidieuse car elle peut être présente chez la personne sans même qu'elle s'en rende compte. D'ailleurs, on retrouve ce phénomène beaucoup chez les personnes qui dénoncent des idéologies chez les autres, mais apparemment, enfin comme les complotistes, mais qui en fait font de même, voire pire, notamment avec la science autoritaire actuelle, toutes les subventions qui l'accompagnent, tous les conflits d'intérêts, que ce soit dans les laboratoires, les centres de recherche, le conseil scientifique, des médecins aussi. Voilà, donc toutes ces bulles en fait qui sont censées représenter une autorité dans une période de crise, jusqu'à maintenant n'ont démontré aucune fiabilité. Et là où ça vient contredire un argument qui a été déployé à répétition sur Internet, donc que les sources manquent et que Internet n'est que un cafouillis de conneries et de bêtises. Bon, je caricature toujours et j'exagère toujours pour que ce soit clair. Mais non, il y a certains aspects en fait, chronologiquement, même depuis le début de la pandémie, qui peuvent être clairement démontrés et soulevés que il y a un glissement là, de terrain qui est colossal de la part des autorités pour essayer de faire passer la pilule et créer une scission, une division au sein des populations. C'est factuel, il suffit de regarder les avis divergents, à quel point les gens peuvent se déchirer aujourd'hui pour des opinions qui vont s'opposer, particulièrement autour du pass, autour du vaccin, autour de la crédibilité accordée à cette pandémie, etc. Et encore une fois, je le répète, ça a déjà été répété 1000 fois, cet aspect-là, mais quand une pandémie qui s'avère être insignifiante comparée à d'autres décès, d'autres maladies, et qui est placée sur le rang de priorité, en préoccupation, en danger, à un point qu'elle en vient même à bouleverser en fait tout simplement certaines lois, certaines habitudes, certaines interactions sociales. Personnellement, je trouve ça inquiétant. Quand on dit que c'est inquiétant, le but c'est pas de se paralyser et d'en avoir peur, mais tout simplement d'ouvrir une fenêtre peut-être plus lucide et cohérente avec ce qui se passe pour en être non seulement averti et avoir plus de conscience, mettre plus de conscience dans ce qu'on nous injecte depuis déjà des mois. Je pourrais même parler aujourd'hui d'acharnement, de chantage, donc de chantage social, finalement, si on regarde bien la manière dont est présentée l'opération vaccinale pour la population, selon les gens qui acceptent ou non, on crée une discrimination. C'est-à-dire que il y a eu plein d'exemples à la télé ou même médiatiquement dans les médias, d'interviews, de témoignages de personnes d'autorité qui ont bien fait comprendre en fait que si tu ne te vaccines pas, on te range direct déjà dans la case de complotistes, de récalcitrants, de personnes ignares, de personnes qui est d'ailleurs un danger pour un danger social, puisqu'il peut aussi proliférer ces idées dangereuses, presque rangées au rang de terroristes. Je n'exagère pas quand je dis ça. Donc là, il y a littéralement une discrimination qui est sous la bannière de la bonne foi et de la cohérence, cohérence qui est pour moi inexistante d'ailleurs, puisque là on ne parle pas d'incohérence, on parle juste de croyance. On parle de croyance en un vaccin qui n'a aucunement prouvé son efficacité réelle vis-à-vis déjà d'un virus qui évolue, qui mute, en mutation. Donc déjà à court moyen terme ça n'a aucun poids et aucune cohérence de parler d'efficacité, même si effectivement
il n'a jamais été dit qu'il était à 100% efficace, bien évidemment, mais de le présenter comme solution quasi unique et comme porte de sortie d'une situation qui dépasse une simple pandémie, mais qui a une dimension beaucoup plus profonde et humaine, comme celle psychologique et sociale, ce n'est pas du foutage de gueule, puisque à ce stade-là, on peut parler tout simplement de quelque chose de prémédité, de volontaire. Ça, c'est une équation qui peut paraître simplette, mais et pourtant c'est pourtant ce qui se dessine de plus en plus, factuellement parlant. Là, on est dans le factuel. Et c'est personnellement ce qui me préoccupe le plus. Pour quelque chose d'un peu plus comique et pour illustrer, caricaturer même un peu ces interventions télévisées à répétition qui ne font que matraquer un discours qui est mimé par une partie assez importante de la population depuis plusieurs mois. Je voulais vous montrer un petit extrait de TV Liberté que je trouve très fin dans leurs commentaires, hein, quand ils font une revue d'actualité, puisqu'il y a un peu d'ironie et de caricature dans leur façon de présenter les actus. Donc voilà, c'est un tout petit extrait, c'était surtout le début du journal à propos des doses vaccinales. De menaces et de manipulations. Il nous faudra une 3e dose parce que les défenses immunitaires s'affaiblissent. Vous n'avez pas voulu de 2 doses, eh bien vous en aurez 3. Le Premier ministre Jean Castex toujours plus loin, alors que moins de la moitié de la population a reçu une première dose de vaccin et que toute la stratégie gouvernementale repose sur la vaccination, le gouvernement est en branle, alors que les chiffres sont mauvais. Dès lors, tous les moyens sont bons pour ne pas perdre la face. Ainsi, cette 3e vaccination, si elle ne présente pas nécessairement une utilité formidable, pourra toujours permettre de piper les chiffres de la vaccination, une pirouette mathématique qui pourrait servir à gonfler le nombre de vaccinés. Et pour injecter des piqûres, l'exécutif peut compter sur le ministre de la Santé, Olivier Véran. Comme en mai dernier, celui-ci s'est mis en scène en train de piquer des patients devant les caméras de télévision de BFM TV. Tous les moyens sont donc bons, mais l'un d'entre eux récolte néanmoins toujours les suffrages de la majorité, le chantage. Et surtout, mon message, c'était de leur dire que le vaccin, il les protège à 95% des formes graves. Par contre, il les protège à 100% du confinement. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on aura... je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, ce qui est dit là, c'est énorme. C'est énorme quand même. Plus à se poser la question de savoir si nos restaurants, nos bars, nos commerces, les universités peuvent rester ouvertes dans la durée. On n'aura plus à se poser la question de savoir si on doit ou non porter le masque à l'intérieur ou à l'extérieur. On en aura fini avec le virus et on retrouvera nos vies d'avant. Le vaccin protège du confinement. Alors que l'argument pour la vaccination était d'abord d'éradiquer la menace du virus, c'est ensuite devenu un moyen d'éviter d'être atteint par les formes graves et de contaminer les autres. Et enfin, ce n'est plus qu'un moyen de ne plus être confiné. On part d'un argument supposément médical et de santé publique à un véritable chantage aux libertés. Les derniers chiffres sont d'ailleurs alarmants, selon le ministre de la Santé Olivier Véran, qui estime que le variant serait désormais majoritaire en France. Les chiffres sont donc mauvais, pire que l'an passé à la même époque, et pourtant, l'an passé, à la même époque, il n'y avait pas de vaccin. La suite est connue, toujours plus de restrictions de liberté, l'accélération des mesures d'obligation vaccinale en direction de certaines professions d'abord, puis possiblement de manière plus large à grand renfort d'études d'opinion qui diraient que les Français sont majoritairement pour l'obligation vaccinale, les mêmes sondages qui donnaient d'ailleurs le Rassemblement national en tête à peu près dans toutes les régions il y a quelques semaines, des chiffres pipés et des non-vaccinés qui représentent désormais un intérêt pour le pouvoir qui s'en sert allègrement de bouc émissaire. Le non-vacciné pourra ainsi être accusé de tous les maux et des potentielles reprises épidémiques. Voilà, particulièrement le mot de la fin là, d'ailleurs, de cet extrait est intéressant. Vous pouvez vous attendre d'ailleurs pour les prochains jours, semaines, à avoir un sentiment vraiment de culpabilisation massive autour des personnes qui justement refusent tout ça, refusent de digérer, refusent d'absorber tout simplement toutes ces injonctions. On va avoir un phénomène de bouc émissaire massif autour de ça. Et encore une fois, c'est un comportement purement infantile de chercher en permanence un bouc émissaire pour essayer de justifier et d'expliquer pourquoi en fait le cauchemar persiste. Voilà, c'est un comportement qui ne date pas d'hier, hein, on le retrouve dans beaucoup de crises. Il faut bien nommer et pointer
enfin, établir un bouc émissaire pour tout simplement se soulager aussi psychologiquement. C'est une manière aussi de se dire ok, on a un point de repère, je sais d'où ça vient et voilà où est le problème, voilà pourquoi ça bloque. Et donc bon, attendez-vous à être un je le dis avec ironie, mais attendez-vous à être un punching ball ou même à être un sacré bouc émissaire ces prochains jours. Donc c'est pour moi tout ce paysage n'annonce rien de sain et de durable de toute façon si on se réfère à un système qui est déjà en bout de course. Donc là, pour moi, la solution ne vient pas au sein d'un même problème, elle viendra tout simplement de l'autonomie et de la reprise de souveraineté, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais du retour de la souveraineté de l'individu en fait dans sa propre vie, dans ses choix et dans sa conscience. Pour moi, c'est la clé ultime pour ne serait-ce que envisager un autre futur possible. Puisque de toute manière, pour ce paradigme, je ne vois aucun futur, même proche. Simplement une autodestruction lente, mais assurée pour les prochaines années. Qu'on soit pour ou contre, je pense qu'on n'en est plus à ça près. Aujourd'hui, il y a une course folle à la déchéance et à la déconstruction de toute cohérence et de toute rationalité, et rationalité par définition, parce que ce mot il est utilisé à tort et à travers pour appuyer des discours qui sont complètement fallacieux publiquement sur les plateaux télé par les soi-disant experts, experts qui d'ailleurs n'ont que le nom, hein, puisqu'on ne sait pas d'où ils sortent, à part les titres. On a appris avec le temps, ces derniers mois et même ces dernières années, qu'un titre n'est pas une garantie justement de fiabilité d'une personne. Bien au contraire, des fois il sert à cacher une forêt. Donc voilà. C'est ce que j'aurais à laisser comme mot de la fin, bien évidemment, ce serait de ne pas non plus penser qu'on est complètement livré à nous-mêmes et désorienté. J'inviterais chacun à prendre du recul aussi, à ne pas trop donner d'énergie à des choses qui, de toute manière, sont en train de se casser la figure. Simplement à les observer et à constater effectivement qu'il y a quelque chose qui se casse la gueule de plus en plus. Et peut-être que c'est aussi une invitation à nous remettre en question et à entrevoir quelque chose de plus sain pour une collectivité et pour nous-mêmes, ne serait-ce que pour l'environnement dans lequel on est, et voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Au revoir.